Le ministre de l'économie, Roland Lescure, qui affirmait encore hier être convaincu que le budget de l'État serait adopté par le Parlement d'ici au 31 décembre. Bonjour Julie Ruiz-Pérez. Bonjour. Ça va ? Ouais, vous. Très bien, journaliste au Figaro Économie. J'ai envie de dire qu'après l'exploit, parce que c'en est un, de l'adoption du budget de la Sécu, est-ce que le ministre de l'économie prendrait pas un peu la confiance ? Non, parce qu'on sait que ça va être une autre paire de manches. Le budget, ça sera plus dur. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça sera plus difficile ? Alors déjà, petite précision, le budget de la sécurité sociale n'est pas encore tout à fait adopté. Non mais quand Vous avez raison. Voilà, de confiance, de suite des événements, c'est pas encore tout à fait fait. Et d'autant que si, le Sénat vient de rejeter ce budget de la Sécu. Ça reviendra en seconde. Via une motion préalable exactement, et ce sera définitivement voté mardi. Mais c'est important quand même de le préciser parce que quand on voit la toute petite marge, c'est-à-dire 6 voix en fait, si 6 voix manquent mardi pour voter le budget de la sécurité sociale, ça pourrait tourner sérieusement au vinaigre. Alors voilà, maintenant on peut se placer dans l'idée que voilà, la coalition est faite, effectivement le gouvernement a trouvé la voie de passage pour passer ce texte-là, celui sur la sécurité sociale, qui contenait notamment la suspension de la réforme des retraites. Mais maintenant, c'est vrai que les angoisses de l'équipe exécutive se tournent immédiatement vers le PLF, c'est-à-dire le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État, puisque, effectivement, comme vous venez de le dire, ce texte-là va être difficile à faire passer parce qu'il contient beaucoup plus de sujets qui vont être polémiques, en fait. Parce que c'est vrai que sur le budget de la sécurité sociale, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut des moyens pour les hôpitaux, qu'il faut préserver les plus vulnérables. Là, il y a quand même un consensus qui est faisable et qui, visiblement, pour l'instant, a été fait. Sur le budget de l'État, il y a des sujets beaucoup plus politiques, et notamment les sujets fiscaux, où là, on voit assez instinctivement que ça va être plus difficile pour les deux bouts de l'omelette de la coalition de fortune trouvée par le gouvernement, c'est-à-dire qui va grosso modo de LR jusqu'à une partie des écolos, des Verts. On voit bien comment les deux extrémités de cette fragile coalition vont s'affronter autour des sujets de fiscalité, par exemple. Mais sur le papier, cette coalition, elle a les moyens, sur le papier, si elle se met d'accord, de faire voter, comme pour le budget de la Sécu, de voter le budget de l'État ? C'est-à-dire que le nombre de députés, si le vote est exactement le même, le PLF sera aussi adopté, tout comme le PLFSS l'a été. Le problème, c'est faire voter ou faire s'abstenir le même nombre de députés sur des dispositions qui sont beaucoup moins consensuelles. Si on prend par exemple, et c'est vrai que ça a été le grand sujet depuis la rentrée, si on prend la taxation des plus aisés, on voit bien que l'opposition entre LR et les socialistes va être beaucoup plus féroce et va être beaucoup plus difficile pour le gouvernement de trouver une mesure qui va être susceptible d'être votée par ces deux partis-là j'ai appelé ça une coalition, j'ai peut-être été un peu vite, mais la coalition de circonstances, quoi. Ouais. D'autant qu'on dit souvent que voter le budget de l'État est interprété comme une marque d'appartenance à la majorité. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et est-ce que des abstentions suffiront au gouvernement pour faire passer le budget ? Alors, c'est vrai, c'est une tradition politique qui est extrêmement forte. On considère, mais c'est vrai pour le budget de l'État, c'est aussi vrai dans les conseils municipaux. On considère que ceux qui votent pour le budget d'une équipe en place font partie en fait de la majorité. Et que ceux qui ne le votent pas par opposition donc, se retrouvent dans l'opposition. Donc là, on voit aussi comment ça pourrait poser problème au Parti socialiste et aux écologistes qui ont été élus, on s'en souvient, dans une grande coalition qui allait de la France Insoumise jusqu'à justement le PS et le mouvement de Glucksmann. Et donc, ça va être plus difficile déjà politiquement pour le Parti socialiste de voter pour, ce qu'ils ont plutôt fait sur le budget de la sécurité sociale. Ça va être aussi plus difficile pour les écolos de s'abstenir. Et votre question est pas pertinente.
ça ne suffira pas si le PS se contente de s'abstenir. D'autant que C'est-à-dire que si seulement le socle commun, ce qu'on a appelé le socle commun, c'est-à-dire la droite et le centre, vote pour, sachant qu'on a déjà vu que même au sein du socle commun, il y a des grosses faiblesses. Horizon a choisi de s'abstenir, alors que Horizon, c'est le mouvement d'Édouard Philippe, a choisi de s'abstenir sur le budget de la sécurité sociale. Si ça aussi, ça se reproduit, on ne voit pas. En fait, pour l'instant, on ne voit pas où est la coalition, la combinaison entre vote pour et abstention qui permettrait au gouvernement de faire adopter le budget de l'État. Ouais. Et d'ailleurs, le gouvernement non plus, visiblement, puisque très très vite, on a commencé à reparler d'une loi spéciale. Ouais. C'est ce qui s'était passé l'année dernière, parce que vous vous souvenez, l'année dernière, Michel Barnier avait chuté début décembre. La France se retrouvait quasiment pour la première fois de son histoire dans une situation où elle n'allait pas avoir de budget de l'État au 1er janvier. Et donc, dans l'urgence, on a fait voter une loi spéciale qui permet tout simplement à l'administration de prélever l'impôt et juste d'éviter un shutdown à l'américaine, si vous voulez. Aux États-Unis, quand il n'y a pas de budget, les services publics ferment, les fonctionnaires ne sont plus payés. En France, ce n'est pas ça, puisqu'on a ce mécanisme d'urgence qui est la loi spéciale, et on commence à en reparler. Donc, on voit bien qu'il y a un doute même pour le gouvernement. Oui, évidemment qu'il prépare ses arrières. Le 15 décembre, si on regarde un peu le calendrier, il y aura un vote au Sénat, puis ensuite une commission mixte paritaire pour essayer de mettre d'accord députés et sénateurs. On sait a priori comment ça devrait se terminer, il y a peu de chances que ce soit conclusif. Donc il se passe quoi derrière? Parce que le 49.3, c'est niette, la porte-parole du gouvernement l'a réaffirmé. Il y a beaucoup d'acteurs de la vie politique, au sein même du socle commun. Je pense à Gérard Larcher, qui a appelé, dans les pages du Figaro d'ailleurs, le Premier ministre à recourir à cet outil constitutionnel, tout simplement pour éviter la situation de l'année dernière où la France était retrouvée son budget au 1er janvier. Donc, effectivement, pour l'instant, la position du Premier ministre lui-même semble être toujours de refuser fermement d'avoir recours au 49.3 ou aux ordonnances. Disons que si, comme il est fort probable, le budget de la sécurité sociale passe définitivement, ce qui devrait se passer au début de la semaine prochaine, il aurait en plus une sorte de légitimité politique à dire, bon, j'ai réussi à en faire passer un, pourquoi ne pas accélérer les choses pour le deuxième, et il pourrait être tenté d'avoir quand même recours au 49.3. Si ce n'est pas le cas, s'il reste campé sur cette position-là, et qui respecte aussi sa promesse, parce que c'est une promesse qu'il a faite de ne pas utiliser le 49.3. On va tout droit vers une loi spéciale? On va tout droit vers une loi spéciale. Moi, alors, je n'aime pas faire de paris, mais si je devais faire des prévisions, je parierais effectivement sur une loi spéciale pour tout simplement donner de l'air, donner du temps au gouvernement pour trouver la voie de passage, le compromis sur chaque disposition du budget de l'État, parce que le budget de l'État, c'est quand même un texte qui, je dirais, fixe plus de choses que le budget de la sécurité sociale, qui en fixe déjà beaucoup. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de la question de la fiscalité, parce que c'est la première partie du budget, et c'est le lieu d'affrontement traditionnel de la gauche et la droite. Mais il y a aussi toute la question des dépenses. Et là, on voit aussi comment va se passer les négociations entre les groupes politiques. La droite va vouloir plus pour le régalien, probablement que la gauche, les socialistes vont demander plus pour l'éducation. Et à la fin, le gouvernement s'est aussi engagé à une chose, c'est que le budget qui ressorte de tous ces débats-là réduise le déficit. Donc ça rajoute énormément de contraintes, et c'est vrai qu'on voit mal comment là, en 3 semaines, on va trouver des compromis sur tout. Ouais, déficit qui doit être limité à 5%, sachant que le budget de l'État doit récupérer 4,5 milliards qui ont été concédés sur des concessions consenties effectivement pour faire passer le budget de la Sécu. Donc c'est encore plus compliqué. Juste, j'ai du mal à me faire une opinion, je pense que je ne suis pas le seul, sur la loi spéciale. Est-ce que c'est un drame ou pas? On avait Mathieu Plane de l'OFCE qui nous disait hier que ce serait une catastrophe. C'est difficile à envisager. Si on se place dans le cadre de l'année dernière, bon, c'est plutôt... si on regarde les marchés,
les marchés financiers sur lesquels la France se finance. En partie, parce qu'on a par ailleurs effectivement beaucoup de déficits et beaucoup de dettes. On voit que ça n'a pas tellement effrayé. On a vu que l'État a quand même continué à avancer. Ce qui a fait très peur, c'est plutôt la chute du gouvernement Barnier. Mais après ça, il y a eu une forme de normalisation. Moi, ce que j'entends auprès de mes sources, justement, peut-être des regards de l'étranger, des investisseurs, des gens des milieux économiques, tout simplement, c'est que c'est un moindre mal. Alors évidemment, la meilleure option, ce serait d'avoir un budget qui fait de véritables économies, qui réduit le déficit. Dans le cas présent, la loi spéciale est finalement une option acceptable. Par défaut. Euh, Par défaut, exactement. Merci beaucoup. Explication signée Merci. Julie Ruiz-Pérez, donc journaliste au Figaro Économie. Merci à Julie et bon week-end à vous. À vous aussi.